Pour être en bonne santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. À quel point c'est vrai ça? Ça fait des années qu'on nous répète partout qu'il faut manger des fruits et des légumes pour être en bonne santé. Et moi je dis, est-ce qu'on est sûr de ça? Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas manger de fruits et de légumes, mais ça serait pas la première fois qu'on nous vante les mérites incroyables de certains produits, quitte à largement exagérer certains aspects. On se souviendra par exemple des pubs de céréales dans les années 90 qui se targuaient de donner un repas équilibré aux enfants, alors que tout ce que ça apportait, c'était le diabète. Frosties de Kellogg's. Ou encore des clips produits par des trucs comme les lobbies du lait. Ça, quand j'étais gosse, je croyais que c'était vraiment un message de santé publique. Et ça m'étonnerait que je sois seul à avoir pensé ça. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Sachant qu'on s'est déjà tapé des pseudo-campagnes de santé qui avaient pour seul objectif de nous faire acheter des trucs sans réfléchir, pourquoi on ferait pas le même travail d'analyse sur les fruits et légumes? Est-ce qu'ils sont vraiment si essentiels que ça à notre santé? Si ça se trouve, c'est juste le lobby des fruits et légumes qui veut nous forcer à bouffer des courgettes et des aubergines. Aujourd'hui, je vous propose qu'on essaye ensemble de répondre à cette question. Que valent vraiment les fruits et les légumes? Comment on en est arrivé à cette idée de manger des végétaux? Le concept de manger des plantes pour être en bonne santé, c'est un truc qui remonte vraiment très très loin. On retrouve des traces archéologiques provenant d'avant l'invention de l'écriture, montrant des pratiques médicinales à partir de plantes. Bon, j'avoue, la logique c'était pas vraiment d'avoir une alimentation équilibrée, c'était plutôt lié à des pratiques médicinales. Genre tu mangeais des herbes, surtout quand t'étais malade. C'est à partir de l'époque gréco-romaine qu'on commence à avoir une approche diététique. Avec la naissance d'un nouveau concept, ton alimentation, c'est ta médecine. Le corpus hippocratique de Monsieur Hippocrate insiste notamment sur la diète et l'importance de manger des végétaux pour purifier ou nettoyer le corps. Donc en fait, c'est pas nouveau cette histoire. Bon, on était encore loin de la phrase « manger 5 fruits et légumes par jour », mais il y avait déjà cette idée que les végétaux jouent un rôle de régulateur dans le corps. Plus tard dans le cours de l'histoire, on a également émis l'hypothèse qu'un manque de fruits et légumes pouvait apporter des carences. L'exemple le plus parlant, c'est les marins qui contractaient le scorbut à cause d'un manque de vitamine C, qu'on trouve notamment dans les agrumes. Donc même si on savait pas bien comment ça marchait, il y avait quand même cette idée qu'un manque de fruits et légumes, c'est problématique. C'est véritablement au début du XXe siècle que le monde scientifique découvre les vitamines, et on conclut que manquer de vitamines conduit à des problèmes de santé. Et là on en arrive à notre première question. Est-ce qu'il faut absolument manger des fruits et des légumes pour avoir toutes ces vitamines? Peut-être qu'en ayant une alimentation suffisamment équilibrée, on pourrait se permettre de les éviter. Alors, les vitamines, comme pas mal de trucs quand on parle de santé, c'est un beau bordel. Mais on peut plus ou moins simplifier ça en 6 catégories. Premièrement, la vitamine A, qui sert notamment à faire fonctionner vos yeux et votre système immunitaire. Puis les vitamines B, B1, B9, B12, qui transforment ce que vous mangez en matériaux utilisables par le corps. Oui, parce que quand vous mangez un aliment, votre corps va en absorber les nutriments, mais ces nutriments ne sont pas encore utilisables. C'est les vitamines B qui vont se charger de les transformer en permettant à l'organisme de fabriquer des hormones, des globules rouges, des nouvelles cellules, etc. C'est un peu ce qui permet de raffiner tout ça en énergie. Ensuite, la vitamine C, qui est aussi beaucoup impliquée dans le système immunitaire. Il y a aussi la vitamine D qui renforce les os, la vitamine E qui protège les cellules et qui renforce aussi le système immunitaire, et la vitamine K qui sert à faire coaguler le sang. Bon, elles ont d'autres fonctions, mais là on simplifie au maximum. Bon, ça déjà, ça nous permet de nous dire que sans les vitamines, il n'y a plus grand chose qui fonctionne dans le corps. Bon, mais maintenant, imaginons qu'on supprime tous les fruits et les légumes dans notre alimentation. C'est-à-dire on mange de tout, sauf ça. À votre avis, qu'est-ce qui nous manquerait comme vitamine? Eh ben faisons le test. Ah ok, il manque pas tant que ça en fait. En vrai, à titre perso, je pensais sincèrement qu'on allait perdre la majorité des vitamines. Mais en fait, les seules qui manquent vraiment, c'est la B9, la K1 et surtout la vitamine C, la fameuse impliquée dans le scorbut des marins. Celle-là, ouais, on la trouve quasiment que dans les fruits et légumes. Bon, ok. Mais en théorie, si on se base que sur les vitamines, il suffirait de se complémenter un peu et ça passe. Plus besoin de bouffer des aubergines. D'autant plus que les fruits et légumes ont plusieurs sérieux points faibles. Premièrement, tous n'apportent pas la même quantité de vitamines. Un avocat apporte par exemple énormément de choses, tandis qu'un concombre, bon, il n'y a pas des masses de vitamines dedans. Ensuite, il faut savoir que les fruits et légumes ont le gros défaut d'avoir très vite tendance à perdre leurs vitamines. Prenons l'exemple d'une pomme, qui est source de vitamines B, C et K, ce qui est pas mal, faut le reconnaître. Et bah si elle est consommée après une trop longue conservation, elle aura déjà perdu une bonne partie de ses vitamines. Donc les pommes que vous trouvez dans le commerce, qui accessoirement sont parfois vieilles de presque 1 an, bah niveau vitamines, elles sont plus trop au taquet. Mais c'est pas tout. Imaginons que vous décidiez de faire une tarte aux pommes. Si vous choisissez d'enlever la peau, vous perdrez encore une partie des vitamines. Dans la majorité des fruits et légumes, une grande partie des vitamines est contenue dans la peau. À supposer qu'elle soit comestible. T'imagines la gueule du concombre? Déjà qu'il n'y a pas grand chose dedans, si en plus on l'épluche avant de le manger, le pauvre il sert plus à grand chose.
Bon, mais votre tarte aux pommes, je suppose que vous allez la mettre à cuire. Et bah ça va encore aggraver le problème. Si vous faites cuire vos fruits et légumes, et bah vous en perdez encore une partie. Donc pour résumer, soit vous faites partie de la team des gens qui déterrent les légumes de leur potager pour les manger crus tout de suite après, soit vous acceptez que les fruits et légumes que vous mangez ont pour la plupart déjà perdu une bonne partie de leurs vitamines. Mention spéciale au jus d'orange pressé avec de vraies oranges là. Vous savez, dans les supermarchés, maintenant il y a des machines pour pouvoir presser son propre jus d'orange. Et bah sachez que quand on presse une orange pour en faire un jus, la vitamine C qui est contenue dedans a une durée de vie d'à peu près 15 minutes. Donc quand vous ouvrez votre bouteille de jus d'orange pressé le lendemain, faudra pas trop compter sur la vitamine C. Et si vous n'étiez pas encore achevé, j'ai une autre mauvaise nouvelle. Plusieurs études scientifiques ont remarqué que les récoltes d'aujourd'hui semblent contenir moins de vitamines aujourd'hui qu'il y a 40-50 ans. Et qu'il serait donc possible que nos fruits et légumes contiennent de moins en moins de vitamines. La faute entre autres à la surproduction qui appauvrit les sols. Alors c'est une vérité qui est débattue, on n'est pas encore arrivé à un consensus et il y a des études qui montrent pas de différence dans certaines régions. Mais toutes ces informations permettent de se rendre compte d'un truc. Même si vous pensez manger équilibré, c'est pas forcément stupide de supplémenter un petit peu en vitamines. Vu qu'on a tendance à manger tout le temps un peu les mêmes aliments, il y a certaines vitamines qu'on absorbe assez rarement, notamment la vitamine D et E par exemple. Ce qui fait que même en France, il y a une importante partie de la population qui est susceptible de développer des carences. Pas mortelles, mais problématiques quand même. Le truc, c'est qu'on se rend pas forcément compte qu'on est carencé, parce que le corps il est résilient. Si vous avez des carences, il va s'arranger pour compenser. Mais il y aura des conséquences. Vous dormez moins bien, vous êtes plus irritable, plus fatigué au quotidien. Et si la carence dure vraiment trop longtemps, vous avez de bonnes chances de développer des maladies à long terme. Bon alors attention, ça sert à rien non plus de faire l'inverse. Si vous mangez 8 oranges et 4 comprimés de vitamine C par jour, dans l'objectif de booster votre système immunitaire, tout ce que vous obtiendrez, c'est un séjour à l'hôpital. Ce que je dis juste, c'est que ça peut éviter des ennuis de prendre des vitamines une fois de temps en temps. Genre la vitamine D qu'on produit surtout grâce au soleil, en hiver on le voit plus des masses. Donc dans ce cas-là, se supplémenter, ça peut être intéressant. Bref, fermons la parenthèse, et revenons à notre question initiale, qui est est-ce qu'on a vraiment besoin des fruits et légumes ? À partir de ce qu'on a pour le moment comme info, en théorie il suffirait de prendre des vitamines, et hop, plus besoin de bouffer des végétaux. Adieu les choux de Bruxelles et les épinards trop culs de la cantine. Mais ça c'est sans compter sur les autres avantages qu'apportent les fruits et légumes. Parce qu'il n'y a pas que les vitamines, loin de là. Les fibres. Généralement, la seule info qu'on a sur les fibres, c'est que ça aide à aller aux toilettes. Mais je vous garantis que c'est vachement plus important que ça. Dans tous les fruits et légumes, on trouve deux types de fibres. D'une part les fibres insolubles, qui sont effectivement impliquées dans le transit, et d'autre part les fibres solubles. C'est celles-là qui nous intéressent, parce qu'elles ont le pouvoir de protéger votre organisme, à un point que vous imaginez même pas. Si vous suivez cette chaîne, vous savez déjà que notre corps il a un gros problème de fonctionnement. Il sait pas s'économiser. Quand vous mangez, lui il va faire en sorte de transformer les nutriments en énergie le plus vite possible. À peine 30 minutes après avoir avalé un truc, il y a déjà de l'énergie qui arrive. C'est très rapide, et vachement utile à court terme. Si vous êtes à bout de force, il suffit de manger, et 1 heure après vous avez déjà récupéré suffisamment d'énergie pour courir. Pratique pour pas se faire bouffer. Mais évidemment, il y a des petites conséquences. En gros, les organes travaillent très vite et très fort parce qu'il y a énormément de trucs à traiter qui arrivent. Et ça à long terme, ça les fatigue et ça les abîme. C'est un problème qui est aggravé par notre alimentation actuelle qui est majoritairement composée de blé et de patates. Prenons un exemple. Vous décidez de manger un morceau de pain. Oui désolé, je tape tout le temps sur le pain, mais c'est le truc qu'on mange le plus en même temps. Le pain c'est du blé, majoritairement composé d'amidon. L'amidon en gros, c'est un ensemble de molécules de glucose, c'est-à-dire de l'énergie pure. Le glucose ça ressemble à du sucre blanc, mis à part que le sucre c'est un mélange de glucose et de fructose. Mais bon, en termes d'effets sur le corps, les effets sont les mêmes. Quand le glucose est absorbé par le corps, il va d'abord passer dans le sang avant d'arriver aux cellules. Et ça fait monter la glycémie de votre corps. Plus il y a de glucose ou de sucre dans votre sang, plus la glycémie augmente. Ça devient très toxique pour le corps qui supporte très mal le fait que vous ayez plein de sucre dans le sang. Une forte glycémie, c'est vraiment pas bon. Donc pour éviter les dégâts, le pancréas, un petit organe chargé de surveiller tout ça, va se mettre à produire de l'insuline. L'insuline va faire redescendre la glycémie. À chaque fois que vous mangez, le pancréas diffuse de l'insuline pour éviter justement qu'il y ait trop de sucre qui traîne dans le sang. Mais quand vous mangez quelque chose de très glycémique, comme du pain ou du sucre, là ça monte ultra fort. Il faut absolument faire redescendre la glycémie, sinon ça va commencer à vous détruire de l'intérieur. Donc votre pancréas, il va fonctionner à plein régime pour faire redescendre tant bien que mal le taux de sucre. Sauf qu'à terme, le pancréas, il va commencer à fatiguer. Et son problème, c'est qu'il fait partie des organes qui se régénèrent pas très bien. Donc à un moment, s'il force trop, il arrête purement et simplement de fonctionner. Et donc la prochaine fois que vous mangerez, il n'y aura plus personne pour empêcher les dégâts. C'est ce qu'on appelle le diabète. Pour info, le diabète, ça concerne quand même plus de 4 millions de personnes en France, y compris les personnes de moins de 30 ans.
Et encore, ça c'est pour les personnes qui y ont été diagnostiquées. Mais il y a énormément de personnes qui, même si elles n'ont pas été diagnostiquées, sont dans une situation de prédiabète. C'est-à-dire que le pancréas fonctionne encore à peu près, mais il commence à faiblir sérieusement. Bon, encore une fois, vous allez peut-être me dire qu'on s'éloigne du sujet. Et bah justement, les fruits et les légumes ont la capacité de vous protéger contre le diabète. Oui, même si vous avez une alimentation ultra sucrée, il vous suffit de manger une portion suffisante de légumes et vous atténuez énormément l'effet négatif. Tout ça grâce à 3 effets. Déjà, les légumes que vous mangez vont se mélanger aux autres aliments dans votre estomac. Et comme les végétaux contiennent peu d'énergie, logiquement, ça va déjà atténuer un peu la montée de la glycémie, vu que le corps va absorber un mélange de nutriments très énergétiques et peu énergétiques. Mais ça, c'est que le début. Vous vous souvenez des fibres solubles dont je vous parlais? Et elles vont se dissoudre dans l'intestin pour former un espèce de gel qui va avoir pour effet de ralentir l'absorption des nutriments. Faut vraiment voir ça comme un gel de protection, qui va faire en sorte de filtrer ce qui arrive. Les nutriments passent plus lentement, ce qui atténue nettement la montée de la glycémie. C'est notamment pour ça que manger une entrée avec des légumes avant de vous taper votre meilleur burger, c'est une stratégie ultra intelligente, parce que vous préparez votre corps à ce qui va arriver. Et cerise sur la courgette, les fibres vont venir nourrir certaines bactéries de votre intestin, qui vont à leur tour produire des molécules qui améliorent la communication entre insuline et cellules. Ah oui, parce que ça c'est un autre problème de votre corps. Plus le pancréas produit d'insuline, moins le corps devient sensible à l'insuline. C'est-à-dire qu'à force, il faut produire de plus en plus pour faire redescendre la glycémie, ce qui affaiblit d'autant plus vite le pancréas. Ah, je vous l'ai dit, le corps des fois, il est super mal foutu. Et les fibres vont pousser certaines bactéries à produire une molécule qui rend le corps plus sensible à l'insuline. Et donc il y a moins besoin d'insuline, et donc ça permet à votre pancréas de se reposer un peu. C'est ce triple effet qui rend les fruits et légumes aussi forts. Il vous suffit de manger une portion suffisante de légumes avec n'importe quel plat pour nettement diminuer les effets négatifs. Donc si on reprend le concombre de tout à l'heure, oui, même s'il apporte pas beaucoup de vitamines, il y a quand même des fibres dedans. Et c'est ça qui le rend intéressant. Donc continuez à manger du concombre. Accessoirement, c'est aussi ça qui fait que les fruits ne font pas exploser votre glycémie, alors qu'ils sont pleins de sucre. Dans une pomme, il y a autant de sucre que dans une poignée de bonbons. Mais comme c'est aussi blindé de fibres, ça va grandement diminuer cet effet négatif. Bon alors malheureusement, là aussi, il y a des règles. Déjà, une bonne partie des fibres est contenue dans la peau. Donc le mieux, c'est de pas éplucher. Et également, comme pour les vitamines, plus les légumes sont cuits, moins ils sont efficaces. Ici, c'est surtout parce que les fibres se ramollissent avec la cuisson, ce qui fait qu'elles arrivent moins bien à ralentir la digestion. C'est la même chose également si vous mixez vos fruits et légumes, parce que ça casse les fibres en plein de petits morceaux. Plus c'est mixé, moins c'est efficace. Mais le pire reste encore les jus filtrés. Là, il n'y a pas de secret, si on enlève les morceaux, là par contre, il n'y a plus de fibres du tout. C'est pour ça qu'un jus de pomme pris en supermarché, oui, il y a des vitamines dedans, mais en termes de glycémie, c'est comme du soda, vu qu'il n'y a plus une seule fibre dedans. Alors rassurez-vous, je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut manger vos aubergines crues. Déjà parce que les aubergines, c'est dégueulasse. Oui, j'aime pas les aubergines. Retenez juste que comme pour les vitamines, moins on transforme le produit, plus c'est efficace. Mais vous aurez quand même une bonne partie des fibres en faisant des carottes à la crème. C'est juste que si vous commencez à cuire, mixer et filtrer votre jus de légumes, là je suis plus sûr qu'il en reste beaucoup des fibres. Bon, ça fait déjà pas mal tout ça. Et si je vous disais que c'est toujours pas fini? Il y a encore un avantage dont je vous ai pas parlé, et c'est peut-être même le plus intéressant. Les antioxydants. Pour expliquer les antioxydants, je vais commencer par vous dire que votre corps rouille en permanence. Oui, vous avez bien entendu. Et ce qui vous fait rouiller, c'est ces petits bâtards, les radicaux libres. Ça, c'est une vraie saloperie. Reprenons notre exemple de tout à l'heure avec le morceau de pain que vous avez mangé. La glycémie n'est pas le seul problème que votre corps va devoir affronter. En dégradant les molécules de glucose pour produire de l'énergie, vos cellules vont produire par accident des radicaux libres. Ce qui est un gros problème. Un radical libre, c'est tout simplement un atome ou une molécule qui a un électron célibataire. C'est-à-dire un électron qui a rien à foutre là. C'est une espèce de bug. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais il est là. Et ça, c'est pas normal. En principe, les électrons sont toujours censés aller par deux. Cet électron ne devrait pas être là tout seul. Donc il va devenir instable. Et il va à tout prix chercher à ramener un autre électron pour se stabiliser. Par exemple, en allant arracher un électron à un autre atome de la cellule. Sauf que du coup, ça crée un nouveau radical libre, parce que la molécule qui s'est fait voler un électron se retrouve elle aussi avec un électron célibataire. Et donc elle va en voler à ses voisins. Tout ça provoque une réaction en chaîne qui abîme la cellule. Et si ça se produit trop de fois, la cellule va estimer qu'elle dysfonctionne. Et une cellule qui dysfonctionne, c'est une cellule qui doit s'auto-détruire. Les radicaux libres sont une des grandes causes du vieillissement. Ils provoquent la mort de nombreuses cellules, ce qui force le corps à accélérer la division cellulaire pour les remplacer. Ce qui vous fait vieillir plus vite. Et c'est pas le seul problème. À force d'accélérer la division cellulaire, on augmente drastiquement les chances d'erreur. Et chez les cellules, plus d'erreurs, c'est plus de chances de faire apparaître un cancer.
Et parfois même les radicaux libres, ils peuvent aller jusqu'à s'attaquer à votre ADN. Ce qui, vous vous en doutez, aggrave encore les erreurs potentielles. C'est un vrai cercle vicieux. Le corps peut réparer une partie des dégâts, mais sur ce coup-là, il est assez limité. Et plus vous êtes âgé, moins il va arriver à réparer. Et c'est là qu'interviennent les antioxydants. Un antioxydant, c'est un atome ou une molécule qui est ultra stable. C'est-à-dire que s'il a un électron en plus ou en moins, lui ça lui pose aucun problème. Et il cherchera pas à en piquer à ses voisins. Me demandez pas comment c'est possible, c'est déjà assez compliqué comme ça. D'ailleurs, si vous êtes calé sur le sujet, je veux bien une explication en commentaire. Parce que pour moi c'est de la magie. Bon, mais en tout cas, cette capacité d'un antioxydant à rester stable même si on lui retire des électrons, c'est super puissant. Parce que si un autre électron vient lui envoler un, lui cherchera pas à en voler à son tour. Et donc la réaction en chaîne s'arrête, et votre cellule ne se détruit pas, ce qui fait que vous vieillissez moins vite. Et devinez dans quels aliments on retrouve les antioxydants? Les produits d'origine végétale, dont les fruits et légumes. Au final, même dans l'Antiquité, ils n'étaient pas si loin de la réalité. C'est aussi cette capacité à vous prémunir des radicaux libres qui rend les fruits et légumes aussi importants. On peut réduire le problème des radicaux libres en évitant certains aliments, comme les aliments frits ou cramés, qui en produisent énormément, mais même sans ça, des radicaux libres, on en produit tout le temps. En prenant le soleil, en faisant du sport, et même juste en respirant. Notre corps produit des radicaux libres en permanence. C'est un bug qu'on peut diminuer, mais pas supprimer. Et la seule vraie solution qu'on a pour aider notre corps à contrebalancer cet effet, c'est les végétaux. Maintenant, comme pour les vitamines et les fibres, tous les fruits et légumes contiennent pas les mêmes antioxydants. En général, ceux qui sont très foncés en contiennent sensiblement plus, notamment les aliments qui sont bleus, violets, noirs ou vert foncé. Ça, c'est le plus énervé. Les fruits et légumes rouges, jaunes et oranges en contiennent pas mal aussi. Mais à part quelques exceptions, plus on s'approche du beige ou du blanc, moins il y en a. Par exemple, la salade iceberg est beaucoup moins intéressante qu'une salade type feuille de chêne, qui a le bout des feuilles bien vert foncé. Attention, il faut que toute la chair soit colorée. Par exemple, l'aubergine, il n'y a que la peau qui est violette. L'intérieur, c'est blanc comme un cul. Donc la majorité des antioxydants, c'est surtout dans la peau. Ça fait une raison de plus de détester l'aubergine. Au niveau de la préparation, c'est pareil. Plus on cuit fort l'aliment, ou plus on le conserve longtemps, et plus la quantité va diminuer. Et ouais, ça c'est le problème des fruits et légumes, c'est des aliments qui sont malheureusement compliqués à cuisiner si on veut garder le maximum d'avantages. Mais bon, comme d'habitude, tant que vous faites pas tout le temps de la bouillie ou que vous cramez pas vos plats, ça reste intéressant. Ah oui, et au cas où vous vous poseriez la question, la friture de légumes, c'est la cuisson qui fait perdre le plus de nutriments. Et en plus, vous ajoutez des radicaux libres. Je sais, ce monde est injuste. Et si on se faisait un petit classement? Pour terminer, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit classement à l'aide de l'intelligence artificielle en lui demandant de faire une moyenne à partir des vitamines, des fibres et des antioxydants. J'ai demandé à l'IA de se baser sur des données scientifiques que je vous mets en description. Mais gardez à l'esprit que ces résultats servent juste à se donner une idée. C'est pas un classement qui a fait l'objet d'un vrai travail scientifique. On est d'accord là-dessus. Alors, en 10e position, on a le poivron rouge. Un monstre en termes de vitamine C, mais qui manque malheureusement un peu de fibres. En 9e position, les épinards. Et ouais, le fer dans les épinards, c'est une idée reçue, mais côté vitamine, ça se débrouille pas mal quand même. En 8e position, l'avocat. Un max de fibres, de la vitamine E, un peu plus léger en antioxydants. Il a plein d'autres qualités, mais dans ce classement, on ne mesure que ces 3 critères. C'est pour ça qu'il est aussi bas. En 7e position, les myrtilles. Moyen en vitamines et en fibres, mais en antioxydants, ça défonce. Attention, toutes les myrtilles sont pas au même niveau. A priori, il y aurait une corrélation entre antioxydants et intensité de la couleur. En gros, plus ça tâche, mieux c'est. En 6e position, le chou de Bruxelles, la terreur des cantines. Il est exceptionnel nulle part, mais il est super équilibré. En 5e position, le kiwi. Un autre monstre de vitamine C, et qui se permet en plus d'avoir une bonne quantité d'antioxydants. En 4e, la grenade. Tout aussi puissant que la myrtille qui tâche pour les antioxydants, avec une bonne lampée de fibres en plus. Et on arrive au podium. En top 3, le chou cal. Ultra puissant en vitamine K, qui est assez rare, et une bonne quantité d'antioxydants. Son seul défaut, il manque un poil de fibres. Ce qui fait qu'il est battu de peu par l'artichaut. Pas monstrueux en termes de vitamines, mais alors en fibres et en antioxydants, c'est le roi. Et enfin, le gagnant de ce classement, le cassis, qui possède 3 types de vitamines, A, C et E, une quantité de fibres très honorable, et tout autant, voire même plus d'antioxydants que la myrtille. Bon, ce classement est intéressant, mais faut pas pour autant que ça vous détourne des fruits et légumes moins intéressants. Revenons sur la question qu'on se posait à la base. Quelle est la pertinence de ce message qu'on entend à la télé? Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Quand on entend 5 fruits et légumes, faut comprendre 5 portions. Et vous comprenez à présent pourquoi la sauce tomate dans votre pizza ne compte pas vraiment dans ces portions. De manière générale, le problème, c'est pas qu'on mange des mauvais fruits et légumes, c'est qu'on en mange souvent pas assez. Et souvent dans des conditions de préparation désastreuses. Genre les chips de banane, on peut pas décemment compter ça comme un fruit.
Ce qu'on peut comprendre de ce message a priori évident, c'est que les fruits et légumes sont un paradoxe. Combiné à une activité sportive, si on s'assure d'en manger suffisamment, on gagne le droit de ne plus avoir à se soucier de ce qu'on mange.